Welcome back to 120 Minutes. I'm Jancy Dunn, and joining me now is my very special guest, Alanis Morissette, whose new album is Supposed Former Infatuation Junkie. Welcome. Thank you. We asked Alanis to pick some of the videos that she'd like to see tonight, and the first one she picked is from Jeff Buckley. Why is Jeff dear to your heart? I just love his spirit and his whole energy, and I also love when men use their voice so unselfconsciously and just really feminine, masculine, all over the place, and he just, he was and is my favorite. One of them is Grace by Jeff Buckley. There are only a handful of albums that I've ever listened to that captured me in the way that this album was able to capture me, and actually still holds up so many years after having first heard it. You know, most albums were able to date and over-contextualize, and they kind of lose their importance to us over the years and as we grow up and stuff. And there are certain records that aren't able to do that at all, and Jeff Buckley's Grace is one of them. His voice he's the best male singer I've ever heard in my life, and he even rivals some female singers, so check it out. This is Jeff Buckley. Before this album came out, I was at Saturday Night Live in New York, and Jeff came along, and from the moment we met, we became really good friends. My mum was good friends with his father and took beautiful pictures of his dad. This album meant a lot to me because, number one, it's an extraordinary album, and it was the first time that I really heard the song Hallelujah, and just it kind of ripped my heart out and sent it up into the sky, and then it plummeted down to earth and got squashed on again. Hallelujah, 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 hallelujah. When he was sort of promoting it, he did this tiny little gig on Denmark Street, which in London is the street where all the guitar shops are. He played this little acoustic set of the album in a basement about as big as this room with like 20 of us. And so he kind of just sang it to us. And it was a real moment that I feel very privileged to have been part of and to have seen, because then after that, it all sort of took off for him, and then I went to see him play bigger gigs. Please. Voice. I was playing with Jimmy in the mid-90s when we had working with an Egyptian ensemble, and we played in a festival in Switzerland, and Jeff Buckley was playing, and we went to see him, and it was mind-altering. His voice, spectacular singing, and so much conviction. Yeah. Coming up next is Jeff Buckley, a guy who's not only a great singer and a great player, but at one time was a very nice hotel manager. A lot of people don't realize this, but in about 1985, 86, he used to work at the front desk at the Magic Hotel in Los Angeles. And I know because it was a real seedy, kind of a flop house for musicians. And Jeff worked at the front desk and took a lot of messages from me. So Jeff, here's to you. Roll 9. My main influences are... My main musical influences? Roll 3. Well... love, anger, depression, joy, and dreams. And Zeppelin, totally. C'est pour des artistes comme Jeff Buckley que j'ai voulu créer cette page. C'est pour parler de gars comme ça que j'ai voulu créer cette page. Parce que Jeff Buckley, comme ils disent là-bas, he was one of a kind.
Ça, des artistes comme ça là, avec une telle authenticité, pureté, ou truc, que ça soit dans la voix, que ça soit dans les compositions, c'est absolument rare. C'est très rare les artistes de ce niveau-là. Jeff Buckley, comme un peu, tu vois, un peu nous, dans le hip-hop, nous, on célèbre l'authenticité, le truc un peu qu'on voit un peu chez un gars comme Tupac. Bah, Jeff Buckley, pour la musique, je sais même pas comment décrire sa musique, c'est quoi? C'est grunge, c'est folk, c'est Britpop, c'est tellement de choses. C'est tellement de choses. Bah, Jeff Buckley, c'est un peu ça. C'est pas pour rien que vous l'avez vu au début de la vidéo, que son impact est là, présent. Vous avez vu toutes sortes d'artistes qu'il est pas. Alanis Morissette, Robert Plant, Chris Martin de Coldplay, Chris Isaac, la fille de Paul McCartney, et il y en a tellement que j'aurais pu sortir. Tous les artistes actuels que je suis, que je sois des mecs comme Surfer Stevens, que ça soit Jeff Tweedy de Wilco, que ça soit même ce gars là, comment il s'appelle là, même s'il est encore influencé par un autre gars là, comment il s'appelle là, Westerman. Quand tu écoutes, tu dis Jeff Buckley, Jeff Buckley, Jeff Buckley. Même le mec de Muse, quand tu regardes les expérimentations de la voix du chanteur de Muse là, Jeff Buckley. Jeff Buckley est le blueprint de tous ces mecs là. Tous ces mecs là imitent Jeff Buckley. Parce que ce gars était fondamentalement unique. Ça revient même encore à parler de la différence entre le succès et l'impact. Parce que les gens croient que succès et impact c'est la même chose, ce n'est pas du tout la même chose. Grace n'a pas eu beaucoup de succès quand elle est sortie. She n'en a même pas eu. Il n'a pas eu de succès quand il est sorti. Il avait un succès critique. Non, même pas. Même le succès critique c'était mitigé. C'est avec le temps que c'est devenu, comme on appelle, mythique et mystique comme c'est devenu après la mort justement de Jeff Buckley. Mais généralement, ça revient encore à montrer encore la différence entre le succès et l'impact. Tu peux être un mec qui a du succès et de l'impact. Tu peux être un mec qui a du succès sans avoir d'impact. Tu peux être un mec qui n'a ni du succès ni de l'impact. Tu peux avoir un gars qui n'a pas eu de succès, mais qui a énormément d'impact. Et Jeff Buckley entre fondamentalement dans cette catégorie d'artistes. C'est typiquement un peu ce que je veux. Je vais même un peu faire une petite parenthèse. On va prendre un peu, on peut encore préciser ça, on va prendre un peu l'artiste Beyoncé par exemple. À mes yeux, Beyoncé a énormément de succès. Énormément de succès. Mais son impact n'est pas si grand. Contrairement à ce que les gens pensent, Beyoncé n'a pas un grand impact dans la musique. Je vais vous dire sur quoi. Combien d'artistes imitent Beyoncé? Combien d'artistes? Elle aussi fait partie des gens que je trouve que, même si elle est une incroyable chanteuse et une incroyable entertaineuse, elle est peut-être pour moi l'une des plus grandes entertaineuses de l'histoire de la musique. S'il n'y avait pas Michael Jackson, je l'aurais mis numéro 1, celle-là. En termes d'entertainment, hein. Je parle juste d'entertainment. Je parle pas d'autre chose, je parle pas musical. Je pense au meilleur album c'est Lemonade, mais j'ai pas encore suivi Renaissance encore. Mais je suis sûr que Renaissance ça va me plaire, mais j'ai pas encore suivi. Elle n'a pas véritablement d'identité. Elle n'a pas véritablement d'identité. Elle n'a pas vraiment d'impact. Par contre, montre-moi les personnes qui ressemblent à Alia. Et je vais t'en citer un paquet. Mais un paquet. L'impact de cette femme-là est encore là. Bien même. Oh, je vais même prendre encore. L'impact est tel que même les parents de ceux que j'appelle Bonnie and Clyde ont commencé à habiller leur fille comme cette personne-là. Donc, c'est ça la différence entre le succès et l'impact. L'impact, c'est combien de gens te reprennent. Et je pense que ça gagne beaucoup plus sur le temps. Parce que tu peux avoir du succès si tu n'as pas d'impact. Ça manque de sel à ton succès. C'est la raison pour laquelle même votre coco là nous fait un musée. Il nous fait un musée pour dire hey, les mecs, ne m'oubliez pas, tu vois.
Et vous allez me dire, ah, mais il est milliardaire, pourquoi ça le casse pas la tête? Non, c'est justement ça. À un moment donné, quand tu as atteint beaucoup de ressources et tout, hein, tu ne penses plus à combien je vais accumuler de trucs, tu penses à comment on va me voir, comment on va dans 20 ans, 30 ans, il faut qu'on parle de moi. Et il sait que son impact n'est pas si grand. Donc, il est obligé de te faire un gros musée, il est obligé de faire du lobbying à Rolling Stone pour le même numéro 1, tu vois, un peu. Le truc. Donc, c'est ça qu'il fait pour combler le fait qu'il sait qu'il n'a pas d'impact, en fait. Tupac n'a pas besoin de musée. Tupac, c'est le musée. Et regarde même, j'ai vu l'autre jour le clip de ce jeune rappeur, là, je ne savais même pas. Il a fait un clip complètement en hommage à lui. Il n'était même pas né quand le Tupac était là. Non, c'est ça. Bon, en gros, c'est un peu ce que je voulais dire. Et surtout de montrer pourquoi c'est important de parler des artistes de ce profil-là. Parce que parfois, vous n'imaginez pas à quel point ils ont un impact beaucoup plus grand que le succès qu'ils ont eu à l'époque ou le succès qu'ils ont eu en général. Donc, pour revenir vraiment à Jeff Buckley, ce qui m'a marqué avec Grace, c'est que à l'époque, quand je l'ai découvert et tout, je n'arrivais pas à définir véritablement quel type de musique c'était. Bon, tu peux pas me dire le genre musical que c'est Grace. Est-ce que c'est quelque chose qui est grunge? Est-ce que c'est quelque chose qui est rock? Est-ce que c'est quelque chose qui est folk? Est-ce que c'est quelque chose qui est Britpop? On a l'impression un peu que c'est un mix de tout ça, accompagné d'une voix angélique, absurde. Et ce que un peu dommage, un peu avec le fait qu'il soit mort de manière stupide. La mort de Jeff Buckley. Bon, la mort des musiciens sont souvent débiles, souvent. Et c'est quel truc qu'on aurait pu voir encore artistiquement avec ce mec. C'est le début d'une grande promesse, en fait. C'est le début de quelque chose où tu vas voir un artiste qui va explorer énormément de genres. Je sais que quand tu sais un peu parmi les personnes qu'il a beaucoup écouté, il avait une fascination pour Nusrat Ali Fateh Khan, il avait une fascination pour Morrissey de The Smiths, et souvent même quand je écoute Grace, je fais souvent un parallèle avec un album de Morrissey qui s'appelle Box on a Night. Ça a à peu près le même comment on appelle ça, la même ambiance, le même truc. Et ce qui me chagrine un peu, c'est le fait que un mec comme ça aurait pu énormément explorer artistiquement. Une anecdote aussi qui est intéressante avec Jeff Buckley, c'est que Jeff Buckley, à la base, c'est aussi le fils d'un très grand musicien dans les années 60-70, qui pour moi fait partie des plus grands artistes de la folk, qui a même révolutionné la musique folk américaine. Je parle de son père Tim Buckley. C'était littéralement des jumeaux. Même voix, même sensibilité artistique, même chevelure, et à peu près même destin, parce que le père de Tim Buckley, il est mort à 28 ans. Jeff Buckley, je pense qu'il est mort à 30 ans, 31 ans, je me trompe pas. Le truc un peu avec Tim Buckley qui était particulier, c'est que Jeff Buckley, c'est que Jeff Buckley n'a jamais connu son père. Il ne l'a jamais connu. Et parce que Tim Buckley avait laissé sa mère, il avait abandonné sa mère, il avait continué sa vie artistique, et c'est amusant un peu de voir ces deux destins particuliers d'un père et d'un fils qui avaient un talent similaire, qui ne se sont jamais vraiment connus, mais que la musique par époque les a réunis, en fait. C'est-à-dire que c'est la musique qui a réuni un peu l'histoire des deux. Même si Jeff Buckley, c'est totalement normal, il avait une horreur de pas qu'on lui parle de son père, parce que son père était abandonné. Je pense pas que tu vas parler avec le sourire d'un individu qui était abandonné. Et c'est un peu ça qui marque aussi l'héritage un peu musical, un peu de Jeff Buckley. Son père, déjà, pour moi, était un génie. Pour moi-même, je le dis tout souvent, je discute souvent avec les gars de folk, j'ai souvent ce débat-là que Tim Buckley, c'est largement mieux, Tim Buckley et Nick Drake, c'est largement mieux que Bob Dylan. Bob Dylan, on a beaucoup surcoté là. Bref. Et dans ma vie de tous les jours aussi, Grace, je l'utilise un peu comme vecteur, un peu
comme lecteur un peu de mes relations un peu avec certaines femmes, un peu comment je m'explique. Vous voyez un peu dans Pretty Woman, là, il y a une de mes scènes préférées dans Pretty Woman, là, le film avec Richard Gere et Julia Roberts, là, la scène de l'opéra. Il y a un moment donné dans la scène de l'opéra et tout, c'est la première fois que le personnage de Julia Roberts va découvrir l'opéra. Et en fait, c'est un peu un test que le personnage joué par Richard Gere fait un peu le personnage de Julia Roberts, là. Il essaie de voir si cette femme-là est capable, la femme est capable de, je dirais pas de s'élever, mais d'être touchée par l'opéra. C'est-à-dire, c'est sa première fois qu'elle est à l'opéra. Et au moment où il finit l'opéra, il voit que la fille est en larmes et tout. Et il dit, ah, ok, ça, cette femme est spéciale. Je pense que je peux continuer avec elle. En gros, un peu dans Pretty Woman, c'est un peu ça. Je résume un peu le truc. Moi, c'est le même, j'ai piqué ce truc-là pour l'incorporer dans certains trucs par exemple, avec Grace, c'est ça. Quand je suis avec une femme et que je mets cet album-là, si elle me dit, 1, c'est de la merde. 2, c'est de la connerie. Ou 3, mets-moi Dadju, je sais pas quoi. Non, je sais que franchement, à 2 là, c'est bon. Si tu ne peux pas t'élever à ça, ça veut dire qu'on n'a rien à faire. Sincèrement, ça veut dire que je considère ton âme complètement, ton âme est creuse. C'est-à-dire que si tu ne peux pas raisonner, bon, chacun ses goûts, chacun ses trucs, mais pour moi, il y a des évidences. Si tu ne peux pas raisonner avec ça, c'est que ton âme est creuse. Complètement creuse. Que tu n'as rien dans l'âme pour raisonner un peu. Je suis désolé d'être un peu, ça va faire hipster, élitiste de je m'écouille et autres et tout, je m'en carre le cul. Il y a des évidences pour moi dans la vie. S'il y a ça, tu ne peux pas t'élever à un truc comme ça, tu ne peux pas t'émouvoir en telle beauté parce que Grace, pour moi, c'est l'incarnation du génie musical humain. Si tu ne peux pas t'élever à ça, moi, j'ai un problème avec toi. J'ai dit, mais attends, non, tu as un problème. Je peux pas être avec toi. Ça veut dire que non. Ça veut dire que non. Donc, c'est un peu mon anecdote que je fais souvent. Mais pour l'instant, il n'y a aucune fille qui m'a dit, chaque fois que je mets ça, il y a toujours une femme qui me dit, ah, mais c'est qui? Ah, mais c'est qui? Ah, mais c'est qui? Pour l'instant, je n'ai pas encore eu le zozo qui m'a balancé en même taille. Non, je n'ai pas encore eu ça. Mais si ça arrive, je dis, hey, dégage. Et dégage. Donc, c'est un peu aussi mon vecteur là, parce que Grace, franchement, transcende le truc. C'est vraiment l'album ultime des années 90, ou même l'album ultime musical qui a défini toute une génération de nouvelles artistes. Je pourrais aller en profondeur un peu, parler un peu des mecs qui ont été un peu ses mentors. Je parle un peu de Gary Lucas, de Captain Buford, comment le processus de l'album s'est fait pendant 4 ans, 5 ans, mais au final, c'est faire juste des énumérations qui ressemblent un peu à des délits de Wikipédia, et c'est pas ce que je veux faire quand je vous présente ces artistes-là. Je veux présenter des avis beaucoup plus authentiques avec mes mots, sans pour autant aller dans quelque chose de très scolaire et qui peut aller très ennuyeux, mais quelque chose qui peut vous amener justement à suivre ces gars-là. Si vous voulez vraiment entrer un peu dans ce type de musique-là, ce type d'artiste, et c'est pour ce genre d'artiste-là que je fais cette page, n'hésitez pas à découvrir Grace, parce que franchement, c'est vraiment un moment de grâce.